Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Dans cet épisode, je te lis le 2e chapitre de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Bonne écoute. Raskolnikov évitait habituellement de se mêler à la foule, et comme il a déjà été dit, il fuyait toute société, surtout ces derniers temps. Mais maintenant, il se sentait attiré par le monde. Quelque chose de nouveau se passait en lui, et il avait faim de compagnie humaine. Il était si fatigué de tout ce mois d'anxiété et de sombre excitation qu'il eut envie de respirer, ne fût-ce qu'une minute, une autre atmosphère, quelle qu'elle fût, et malgré la saleté du lieu, il s'attardait avec satisfaction dans le débit. Le patron était dans une autre pièce, mais il venait souvent dans la salle principale. Ses bottes bien cirées, au revers rouge, se montraient tout d'abord au haut des marches qu'il descendait en pénétrant dans la salle. Il était vêtu d'une jaquette plissée et d'un gilet de satin noir affreusement graisseux. Il ne portait pas de cravate et toute sa face luisait comme un cadenas de fer bien huilé. Derrière le comptoir se tenait un gamin d'une 15aine d'années et un autre, plus jeune, servait les consommations. Il y avait là des cornichons hachés, des biscuits noirs et du poisson coupé en morceaux. Tout cela sentait très mauvais. L'atmosphère était insupportablement suffocante et tellement chargée de vapeur d'alcool qu'il semblait que l'on pût s'en saouler en 5 minutes. Il y a des gens, de parfaits inconnus, qui appellent l'intérêt au premier coup d'œil, ainsi, soudainement, sans qu'aucune parole ne soit encore engagée. C'est précisément cette impression que fit sur Raskolnikov le client assis à l'écart et qui ressemblait à un fonctionnaire retraité. Plus tard, le jeune homme se souvint plusieurs fois de cette première impression et l'attribua même au pressentiment. Il jetait continuellement des coups d'œil au fonctionnaire parce que, entre autres raisons, celui-ci le regardait avec insistance. Il était visible que le personnage avait fort envie de lui adresser la parole. Quant aux autres, le patron y compris, le fonctionnaire semblait les considérer en habitués, et même avec un certain ennui nuancé de quelque arrogance, comme des gens d'une classe sociale et d'un développement inférieur. C'était un homme au-delà de la 50aine, de taille moyenne, trapu, grisonnant, avec une calvitie étendue, un visage d'ivrogne bouffi, jaune verdâtre, des paupières enflées, dont la fente laissait voir des yeux minuscules, brillants, rougeâtres et vifs. Mais il y avait vraiment en lui quelque chose d'étrange. Son regard reflétait de l'enthousiasme et n'était pas dépourvu de raison ni d'intelligence, mais il y passait également des lueurs de folie. Il était habillé d'un vieux frac tout déchiré, sans boutons, à l'exception d'un seul qui tenait encore et qu'il boutonnait, visiblement soucieux des convenances. Le plastron, tout froissé et souillé, s'échappait de dessous son gilet de nankin. Il était rasé à la mode des fonctionnaires, mais sa barbe repoussait déjà, bleuâtre. Dans son allure, décidément, il y avait quelque chose du fonctionnaire posé et réfléchi. Mais il était inquiet, s'ébouriffait les cheveux, appuyait le menton sur ses mains, anxieusement, posant ses coudes troués sur la table toute poisseuse. Enfin, il regarda Raskolnikov bien en face et dit d'une voix ferme : « Oserais-je, monsieur, vous adresser la parole ? Car, quoique vous ne payiez pas de mine, mon expérience me permet de reconnaître en votre personne un homme instruit et inaccoutumé aux boissons. Moi-même, j'ai toujours respecté l'instruction, accompagnée des qualités du cœur, et, en outre, je suis conseiller honoraire. Marmeladov, tel est mon nom. Conseiller honoraire, oserais-je demander si vous avez été en fonction ? Non, j'étudie, répondit le jeune homme, quelque peu étonné de la manière pompeuse du discours et de ce qu'on lui ait adressé la parole à brûle-pourpoint. Malgré son récent et éphémère désir de société, il ressentit, au premier mot qu'on lui disait, son habituelle répulsion envers les étrangers qui voulaient ou semblaient vouloir toucher à son individualité. « Ah, vous êtes donc étudiant ou ex-étudiant » s'exclama le fonctionnaire. « Je le pensais bien. L'expérience, monsieur, la vaste expérience !» Et en signe d'éloge, il se touchait le front du doigt. « Vous avez été étudiant ou vous avez fréquenté des cours, mais permettez. » Il se souleva, vacilla, prit son flacon et son verre et s'assit près du jeune homme, un peu de biais. Il était gris, mais parlait avec hardiesse et éloquence.
s'embrouillait quelque peu par endroits et tirait son discours en longueur. Il se précipita sur Raskolnikov avec une sorte d'avidité, comme s'il n'avait plus parlé à âme qui vive depuis tout un mois. « Monsieur, commença-t-il, avec quelque emphase, pauvreté n'est pas vice, ceci est une vérité. Je sais que l'ivrognerie n'est pas une vertu, et c'est encore plus vrai. Mais la misère, monsieur, la misère est un vice. Dans la pauvreté, vous pouvez conserver la noblesse innée de votre cœur. Dans la misère, personne n'en est jamais capable. L'on ne vous chasse même pas avec un bâton pour votre misère, mais on vous balaie, monsieur, avec un balai, hors de la société humaine, pour que ce soit plus humiliant. Et c'est juste, car dans la misère, je suis le premier à m'insulter moi-même, et ensuite, boire. Il y a 1 mois, monsieur, mon épouse a été battue par monsieur Lebeziatnikov, et ma femme n'est pas semblable à moi, vous comprenez ? Permettez-moi de vous demander ainsi, par pure curiosité, avez-vous déjà passé la nuit sur la Neva, dans les barques à foin ? Non, mais encore, répondit Raskolnikov. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, moi, j'en viens. Déjà la 5e nuit. Il remplit son verre, but et devint pensif. Dans ses vêtements et ses cheveux, en effet, l'on pouvait voir par-ci par-là des brins de foin. Il était très vraisemblable qu'il ne s'était ni déshabillé, ni lavé depuis 5 jours déjà. Ses mains surtout étaient sales, grasses, rouges, avec des ongles noirs. Sa conversation sembla éveiller l'attention paresseuse de l'assistance. Les gamins, derrière le comptoir, commencèrent à rire. Le patron descendit, exprès sans doute, de la chambre supérieure pour écouter l'amuseur, et s'assit à l'écart, bâillant avec paresse et importance. Marmeladov était évidemment connu ici depuis longtemps, et son penchant pour le discours pompeux avait été sans doute acquis par l'habitude des conversations fréquentes avec des inconnus dans les cabarets. Cette habitude se transforme en nécessité chez certains ivrognes, et surtout chez ceux qui sont sévèrement tenus ou persécutés chez eux. Pour cette raison, ils essaient d'obtenir de la compagnie des buveurs quelque approbation et, si possible, quelque respect. « Amuseur, dit le patron à haute voix, pourquoi ne travailles-tu pas, et votre poste, puisque vous êtes un fonctionnaire ?»« Pourquoi je ne travaille pas, monsieur ?» repartit Marmeladov, s'adressant exclusivement à Raskolnikov, comme si la question venait de lui. « Pourquoi je ne travaille pas, comme si mon cœur ne saignait pas parce que je croupis dans l'inaction. N'ai-je pas souffert quand, il y a 1 mois, monsieur Lebeziatnikov a battu mon épouse, battu de ses propres mains ? Permettez, jeune homme, vous est-il déjà arrivé, par exemple, de quémander de l'argent en prêt, sans espoir ? Oui, mais que voulez-vous dire, sans espoir ? Mais ainsi, tout à fait sans espoir, sachant d'avance qu'il n'en sortira rien. Voilà, vous savez par exemple parfaitement qu'un tel, citoyen utile et bien disposé, ne vous donnera d'argent en aucun cas. Car, enfin, pourquoi en donnerait-il ? Il sait bien que je ne le rendrai pas. Par compassion ? Mais monsieur Lebeziatnikov, qui est au courant des idées actuelles, m'a dit tout à l'heure que la compassion est même interdite par la science et que l'on fait déjà ainsi en Angleterre, où il y a de l'économie politique. Car, dites-moi un peu, pourquoi donnerait-il de l'argent ? Et voilà, sachant d'avance qu'il ne donnera rien, vous vous mettez en route et... Pourquoi y aller alors ? Dit Raskolnikov. Et si l'on n'a plus personne chez qui aller ? Si l'on ne sait plus où se rendre ? Il faut bien que chacun puisse aller quelque part. Car il arrive qu'il faille absolument aller quelque part. Quand ma fille unique est sortie la première fois avec sa carte jaune, j'ai dû aussi aller... Car ma fille vit de la carte jaune, ajouta-t-il, regardant le jeune homme avec quelque inquiétude. « Ce n'est rien, monsieur, ce n'est rien, se hâta-t-il de déclarer, apparemment avec tranquillité, quand les 2 gamins, derrière le comptoir, pouffèrent de rire, et que le patron lui-même sourit. « Ce n'est rien. Ce hochement de tête ne me trouble nullement, car il est connu que tout ce qui est secret devient manifeste, et mon sentiment est d'humilité et non de mépris. Laissons. Voici l'homme. Permettez, jeune homme, pourriez-vous... Non. Pour s'exprimer avec
plus de force et de relief. Non pas pourriez-vous, mais oseriez-vous me dire en face, affirmativement, que je ne suis pas un cochon ?» Le jeune homme ne dit mot. « Donc, continua l'orateur, après avoir posément et avec dignité attendu que les rires s'éteignissent. Donc, mettons que je sois un cochon, et elle, une dame. Je suis à l'image de la bête, et Katerina Ivanovna, mon épouse, est une personne instruite et fille de capitaine. Mettons que je sois un cochon, qu'elle ait un cœur sublime et qu'elle soit remplie de sentiments ennoblis par l'éducation. Néanmoins, si elle avait pitié de moi, il faut absolument que chacun ait un endroit où on le prenne en pitié, n'est-ce pas, monsieur ? Mais Katerina Ivanovna, quoiqu'elle soit généreuse, est injuste. Et quoique je sache bien, lorsqu'elle m'empoigne par la tignasse qu'elle ne le fait que par pitié, car, je le répète sans me troubler, elle m'empoigne la tignasse, jeune homme, insista-t-il, avec une dignité redoublée, ayant entendu de nouveau des rires. Ah, mon Dieu, que serait-ce si jamais, ne fût-ce qu'une fois, elle... Mais non. Tout cela est vain, et pourquoi parler ? Il n'y a rien à dire. Car ce qui a été désiré s'est accompli plus d'une fois, et plus d'une fois j'ai été plaint, mais tel est mon caractère, et je suis une brute congénitale. Comment donc ? Remarqua le patron, en bâillant. Marmeladov abattit avec décision son poing sur la table. Tel est mon caractère. Savez-vous, monsieur, que j'ai même vendu ces bas pour boire ? Pas les souliers, car c'eût été plus ou moins dans l'ordre des choses, mais les bas, ces bas, vendus, et son fichu en duvet de chèvre aussi. Un fichu qu'elle avait reçu encore avant, qui lui appartient à elle, et pas à moi, et elle s'est mise à tousser cet hiver, déjà avec du sang. Nous avons 3 petits-enfants, et Katerina Ivanovna travaille du matin au soir à brosser, à récurer et à laver les enfants, car elle s'est habituée à la propreté dès son jeune âge. Elle a une poitrine faible et elle est prédisposée à la phtisie, je le sais bien. Comme si je ne le sentais pas. Et plus je bois, plus je le sens. Et même, je bois afin de trouver le chagrin dans le breuvage. Je bois car je veux souffrir doublement. Avec une sorte de désespoir, il posa la tête sur la table. « Jeune homme, continua-t-il, se redressant, je crois lire un chagrin sur votre visage. Je l'ai lu dès que vous êtes entré, c'est pour cela que je me suis tout de suite adressé à vous. Car en vous communiquant l'histoire de ma vie, je ne veux nullement m'exhiber au pilori devant ces oisifs, desquels du reste je suis connu, mais c'est que je cherche un homme sensible et instruit. Sachez donc que mon épouse a été élevée dans un institut départemental pour jeunes filles nobles et que, à sa sortie, lors de la distribution des prix, elle a dansé, avec le châle, devant le gouverneur et d'autres personnages, et qu'elle a reçu une médaille d'or et un bulletin élogieux pour cela. Une médaille. La médaille, on l'a vendue. Il y a déjà longtemps. Le bulletin élogieux se trouve dans son coffre et, dernièrement, elle l'a encore montré à la logeuse. Quoiqu'elle ait des disputes continuelles avec celle-ci, elle avait eu envie de parler, avec n'importe qui, des jours heureux du passé. Et je ne la désapprouve nullement, car c'est tout ce qui lui reste de ses souvenirs et tout le reste est tombé en poussière. Oui, c'est une dame emportée, fière, inflexible. Elle lave le plancher elle-même et mange du pain noir, mais elle ne supporte pas qu'on lui manque de respect. C'est pour cela qu'elle n'a pu souffrir la grossièreté de monsieur Lebeziatnikov, et quand celui-ci l'a battue pour cela, elle s'est alitée, non pas à cause des coups, mais à cause de l'humiliation. Quand je l'ai épousée, elle était veuve, avec 3 enfants plus petits les uns que les autres. En premières noces, elle avait épousé un officier d'infanterie, par amour. Elle avait fui avec lui la maison paternelle, elle l'aimait passionnément. Mais il se laissait aller au jeu, échoua sur le banc des accusés et mourut peu après. Il la battait vers la fin. Quoiqu'elle ne lui ait pas pardonné, ce que je sais avec certitude d'après des documents, des larmes lui viennent aux yeux lorsqu'elle se souvient de lui, et me le cite en exemple, et j'en suis content, car ainsi, au moins en imagination, peut-elle se représenter ces jours heureux d'autrefois. Il l'avait laissée, avec 3 petits-enfants dans sa province écartée et sauvage, où je me trouvais aussi, dans une misère si désespérée que,
Même moi, qui ai vécu tant d'aventures, je ne saurais la décrire. Tous les siens l'ont refusée, et puis, elle était orgueilleuse, trop orgueilleuse. Et c'est alors, monsieur, c'est alors que moi, veuf aussi, avec une fille de 14 ans, de ma première femme, je lui ai offert mon appui, car je ne pouvais plus voir cette douleur. Vous pouvez juger de son malheur au fait que cette femme instruite et bien élevée consentit à m'épouser. Et pourtant, elle m'a épousé. Elle sanglota, elle se tordit les bras, mais elle m'épousa, car elle ne savait plus où aller. Comprenez-vous, monsieur? Comprenez-vous ce que cela veut dire? Ne pas savoir où aller? Non, cela, vous ne le comprenez pas encore. Toute l'année, j'ai rempli pieusement et saintement mes obligations, et je n'ai pas touché à ça. Il donna du doigt contre la bouteille. Car j'ai du sentiment. Mais même cela ne put lui faire plaisir. Ensuite, j'ai perdu ma place, pas par ma faute, mais à cause de changements dans le personnel, et alors, j'y ai touché. Après avoir beaucoup erré et eu de nombreux malheurs, nous nous sommes établis, voilà bientôt 1 an et demi, dans cette capitale magnifique et ornée de nombreux monuments. Alors, j'ai trouvé ici une place. Trouvé et puis perdu. Vous comprenez? Cette fois, ça avait été ma faute car l'habitude m'était venue. Nous vivons maintenant dans un coin, chez la logeuse Amalia Fedorovna Lipewetschel. Et pourquoi nous y vivons? Et avec quel argent nous payons? Cela, je ne le sais pas. Il y en a beaucoup d'autres qui y vivent, à part nous. Un tapage infernal. Oui. Dans l'entretemps, ma fille du premier lit avait grandi, et ce qu'elle a souffert, ma fille, de sa marâtre en grandissant, je n'en dirai rien. Car quoique Katerina Ivanovna soit pleine de sentiments généreux, c'est une dame emportée, nerveuse. Et elle a une façon de vous brusquer, oui. Après tout, pourquoi se souvenir de tout cela? Vous pensez bien que Sonia n'a reçu aucune éducation. J'ai bien essayé, il y a 4 ans, de voir avec elle la géographie et l'histoire universelle. Mais comme mes propres connaissances n'étaient pas très fermes et que je n'avais pas de directives convenables, car les livres que l'on avait, nous ne les avons plus, alors l'instruction en est restée là. Nous étions arrivés au roi de Perse, Cyrus. Plus tard, parvenue à la maturité, elle a lu encore quelques livres, des romans, et dernièrement encore un livre, La physiologie de Lewis. Connaissez-vous? Elle l'a lu avec beaucoup d'intérêt, et elle nous a même récité quelques passages. C'est là toute son instruction. Et maintenant, je m'adresse à vous, monsieur, moi personnellement, avec une question privée. Combien, selon vous, peut gagner une jeune fille pauvre et honnête par un travail honnête? Elle ne gagnerait pas 15 kopecks par jour, monsieur, si elle est honnête et sans talent particulier, même si elle travaillait sans prendre le temps de souffler. Et encore, le conseiller civil Klopstock, Ivan Ivanovitch, vous en avez entendu parler? Non seulement on refusait jusqu'ici de lui payer la façon d'une demi-douzaine de chemises en toile hollandaise, mais il l'a chassé, offensé. Il a tapé des pieds et l'a traîné d'un nom inconvenant, sous prétexte que le col n'était pas sur mesure et qu'il était mal cousu. Il est gosse, affamé, et Katerina Ivanovna qui marche dans la chambre en se tordant les bras et des taches rouges qui lui viennent aux pommettes. Ce qui arrive toujours dans cette maladie. Ah, tu vis chez nous, toi, une bouche inutile. Tu manges, tu bois et tu profites de la chaleur. Et que boit-elle, que mange-t-elle quand les gosses eux-mêmes n'ont pas vu une croûte de pain depuis 3 jours? Et moi, j'étais couché, alors... Eh bien quoi? J'étais couché, un peu éméché. Et j'entends ma Sonia qui dit... Elle est si douce, avec une petite voix humble, des cheveux blonds et une petite figure toute pâle et amaigrie. Elle dit... Est-ce que vraiment, Katerina Ivanovna, vraiment je dois me résoudre à cela? Mais déjà, Daria Franznevna, une femme mal intentionnée et bien connue de la police, s'était par 3 fois informée auprès de la logeuse. Eh bien quoi? Répond Katerina Ivanovna en raillant. Gardez quoi? En voilà un trésor. Mais n'accusez pas, monsieur, n'accusez pas. Cela n'a pas été dit de sang-froid, mais à cause de l'agitation, de la maladie, des sanglots, des enfants affamés.
Et puis, cela a été dit dans le but d'insulter et non pas littéralement, car tel est le caractère de Katerina Ivanovna, et quand les gosses commencent à hurler, même de faim, elle cogne tout de suite. Et je vis, vers 6 heures, Sonietchka, qui se lève, met son foulard, son petit manteau, s'en va et revient vers 9 heures. Elle revint à la droite à Katerina Ivanovna et déposa, sans dire un mot, 30 roubles d'argent sur la table devant elle. Elle ne dit pas un mot, ne jeta pas un regard. Elle prit seulement notre grand châle vert, nous avons comme ça un châle commun, en drap des dames. Elle s'en couvrit la tête et le visage et se coucha sur le lit, la figure tournée vers le mur, ses épaules et tout son corps frissonnaient. Et moi, je restais couché, comme tantôt dans le même état. Et j'ai vu alors, jeune homme, j'ai vu qu'ensuite Katerina Ivanovna s'approcha, sans dire mot non plus, du lit de Sonietchka, et y resta agenouillée toute la soirée, en embrassant ses pieds, sans jamais se lever, et plus tard, elles s'endormirent ainsi, ensemble, enlacées. Ensemble, oui. Et moi, j'étais couché, ivre. Marmeladov se tut. On eût dit que sa voix s'était brisée, puis, tout à coup, il se versa hâtivement à boire, but et se racla le gosier. Depuis lors, monsieur, continua-t-il, après un silence depuis lors, à cause d'un incident défavorable et des dénonciations de personnes mal intentionnées, ce à quoi a spécialement aidé Daria Franznevna, parce que, paraît-il, on lui aurait manqué du respect convenable. Depuis lors, ma fille, Sofia Semyonovna, fut obligée de prendre une carte jaune, et par conséquent ne put plus rester avec nous, car ni la logeuse, Amalia Fedorovna, elle qui avait aidé Daria Franznevna, ni monsieur Lebedzianikov n'en voulaient plus. C'est précisément à cause de Sonia qu'il a eu cette histoire avec Katerina Ivanovna. Auparavant, il poursuivait lui-même Sonietchka de ses assiduités et maintenant il fait montre d'amour-propre. Comment, moi, un homme éclairé, vivre dans le même logement qu'une telle femme ? Katerina Ivanovna ne le laissa pas dire et défendit Sonia, et alors c'est arrivé. Depuis, Sonietchka ne vient nous voir qu'à la tombée du jour, et elle soulage Katerina Ivanovna et donne quelque argent selon ses moyens. Elle vit dans l'appartement du tailleur Kapernaumov. Elle y sous-loue un logement. Kapernaumov est boiteux et bègue, et toute son immense famille est bègue. Et sa femme est bègue. Ils vivent tous dans une chambre, mais Sonia a une chambre séparée, avec une cloison. Oui, des gens, des plus pauvres et bègues, oui. Et alors, je me suis levé ce matin-là. J'ai revêtu mes guenilles, j'ai levé mes bras au ciel et je suis allé voir son Excellence, Ivan Alfanassievitch. Vous connaissez son Excellence, Ivan Alfanassievitch? Non? Eh bien, vous ne connaissez pas un homme de Dieu, c'est de la cire devant la face du Seigneur. Ils font comme de la cire. Il a même laissé tomber une larme lorsqu'il eut bien voulu tout écouter. Eh bien, Marmeladov, dit-il, une fois déjà, tu as trompé mon attente. Je te reprends sur ma propre responsabilité, c'est ce qu'il a dit. Souviens-toi donc, tu peux aller. J'ai baisé la poussière de ses pieds, en pensée, car il ne m'aurait pas permis de le faire effectivement, étant un dignitaire aux convictions nouvelles d'homme d'État cultivé. Je rentrai chez moi, et quand je déclarai que j'avais une place et que je recevrais un traitement, mon Dieu, que s'est-il passé alors? Marmeladov s'arrêta à nouveau, en proie à une forte émotion. À ce moment, entra toute une bande d'ivrognes déjà passablement ivres. Près de l'entrée résonnèrent les sons d'un orgue de barbarie, et une grêle voix d'enfant de 7 ans chanta « Utorok ». La salle devint bruyante. Le patron et les garçons s'occupèrent des nouveaux venus. Sans leur accorder la moindre attention, Marmeladov continua son récit. Il avait déjà l'air fort affaibli, mais plus il se grisait, plus il devenait loquace. Il sembla s'animer au souvenir de son récent succès, et sa figure rayonna. Raskolnikov écoutait avec attention. « Cela, monsieur, cela s'est passé il y a 5 semaines. Oui. Dès qu'elles ont appris la nouvelle, Katerina Ivanovna et Sonietchka, mon Dieu, ce fut comme si les portes du ciel s'étaient ouvertes pour moi. Il m'arrivait naguère de rester couché comme une brute, et ce n'était que querelle. Et maintenant, elle marche sur la pointe des pieds.
Elles font taire les enfants. Semyon Zakharovitch s'est fatigué à son bureau. Chut, il se repose. Elles me donnent du café avant mon départ, elles me font bouillir de la crème de lait. Elles ont commencé à me procurer de la vraie crème de lait, vous entendez? Comment ont-elles réussi à réunir 11 roubles 50 kopecks pour un uniforme convenable? Ça, je ne le comprends pas. Des bottes, de magnifiques jabots de calicot, un uniforme, et tout ça pour 11 roubles 50 kopecks. Ça, vous avez de l'allure. Je reviens le premier jour du bureau et qu'est-ce que je vois? Katerina Ivanovna avait préparé un vrai dîner, un potage et du lard au réfort, ce dont nous n'avions eu jusqu'ici aucune idée. En fait de robe, elle n'avait rien, mais rien du tout, et la voilà habillée, et pas n'importe comment, comme si l'on attendait du monde. De rien, elle sait faire de tout. Elle se coiffe, un petit col blanc, des manchettes, et voilà une toute autre personne, rajeunie et embellie. Sonietchka, ma petite colombe, n'y a aidé qu'avec de l'argent, car moi-même, dit-elle, pour l'instant, il n'est pas convenable que je vienne chez vous, sinon, peut-être, à la tombée du jour pour que personne ne me voie. Vous entendez? Vous entendez? Un jour, je reviens faire un somme après dîner, eh bien, le croyez-vous? Elle n'a pas su résister, Katerina Ivanovna. L'autre semaine, elle s'était encore disputée à fond avec Amalia Fedorovna. Et maintenant, la voilà qui l'invite à goûter. 2 heures, elles sont restées à chuchoter. Maintenant, Semyon Zakharovitch a une place au bureau et reçoit un traitement. Il alla de lui-même voir son Excellence, et son Excellence sortit elle-même, et elle ordonna à tout le monde d'attendre, et elle prit Semyon Zakharovitch par le bras pour le faire entrer dans son cabinet. Vous entendez? Vous entendez? Semyon Zakharovitch, je me souviens évidemment de vos mérites, dit son Excellence, quoique vous suiviez votre penchant irréfléchi, mais puisque vous me promettez et qu'en outre tout va mal ici sans vous, vous entendez? Je fais confiance, dit-il, à votre parole d'honneur. Tout ça, évidemment, elle l'a tout simplement inventé, non par légèreté, ni par fanfaronnade, non. Elle y croit elle-même. Elle se divertit de ses propres chimères, je vous le jure. Et je ne la blâme pas, non, je ne la blâme pas. Quand il y a 6 jours, j'ai rapporté en totalité mon premier traitement, 23 roubles 40 kopecks. Elle m'appela son loup chéri. Tu es mon petit loup chéri. Et nous étions seuls, vous comprenez? Suis-je donc beau garçon? Dites-moi un peu, et qu'est-ce que je représente comme mari? Eh bien, il lui a fallu me pincer la joue, mon petit loup chéri. Marmeladov s'arrêta, voulut sourire, mais tout à coup, son menton se mit à trembler. Il put cependant se retenir. Ce cabaret Marmeladov, avec son aspect débraillé, ses 5 nuits passées dans les barques à foin, sa bouteille et en même temps son amour morbide pour sa femme et sa famille, déroutait son auditeur. Raskolnikov écoutait avec attention, mais avec une sensation maladive, il regrettait d'être resté ici. « Monsieur, monsieur !» s'exclama Marmeladov en se remettant. « Oh, monsieur, pour vous peut-être comme pour les autres, tout cela n'est qu'un amusement et sans doute je vous ennuie par le stupide récit de ces misérables détails de ma vie privée. Mais pour moi, ce n'est pas un amusement, car je suis capable d'éprouver tous ces sentiments. Et durant toute cette céleste journée de ma vie et durant cette soirée, je me suis laissé bercer par mon imagination ailée. Comment j'allais arranger tout cela? Comment j'habillerais les gosses? Comment ma femme serait tranquille? Et comment je sauverais mon unique fille de son déshonneur et la ferais rentrer au sein de sa famille? Et beaucoup d'autres choses encore. C'était excusable, monsieur, eh bien, monsieur. Marmeladov frissonna, leva la tête et regarda son auditeur, les yeux dans les yeux. Eh bien, le lendemain même, après tous ces rêves, donc il y a de cela 5 jours, vers le soir, par une fraude maligne, comme un larron dans la nuit, j'ai ravi à Katerina Ivanovna les clés de son coffre. J'ai pris ce qui restait du traitement. Je ne sais plus combien, et voilà. Regardez-moi, tous. Depuis 5 jours, je n'ai plus remis les pieds chez moi. Tout le monde me cherche, c'en est fini avec le bureau et mon uniforme, en échange duquel j'ai reçu ces vêtements. Et rester dans le café,
près du pont d'Égypte. Et tout est fini. Marmeladov se cogna le front du poing, serra les dents, ferma les yeux et s'appuya lourdement du coude sur la table. Mais 1 minute plus tard, son expression changea brusquement. Il regarda Raskolnikov avec une sorte de ruse d'emprunt et une effronterie artificielle, se mit à rire et dit « Et aujourd'hui, voilà, j'ai été chez Sonia demander de l'argent pour boire. » « C'est ce qu'elle a donné ?» cria quelqu'un du côté des nouveaux venus en s'exclafant. « Cette bouteille-ci, c'est avec son argent qu'elle a été achetée, » prononça Marmeladov, s'adressant exclusivement à Raskolnikov. 30 kopecks qu'elle m'a donné de ses propres mains. Tout ce qu'il y avait, les derniers, je l'ai bien vu. Elle n'a rien dit, elle m'a seulement regardé, silencieusement. Ainsi, là-bas, pas sur la terre, les gens sont pleins, pleurés, et on ne leur fait pas de reproches. Et c'est plus douloureux, quand on ne vous fait pas de reproches. 30 kopecks, oui. Mais elle en a besoin, maintenant, n'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous, mon cher monsieur ? Maintenant, elle doit observer la propreté. Cela coûte de l'argent, cette propreté. Une propreté spéciale, vous comprenez ? S'acheter des fards, car sans cela, il n'y a pas moyen. Des jupons empesés, des souliers, comme ça. Quelque chose de plus chic, pour pouvoir montrer le pied en sautant dans une flaque. Comprenez-vous ? Comprenez-vous, monsieur, ce que signifie pareille propreté ? Eh bien, voilà. Moi, son propre père, j'ai emporté ces 30 kopecks-là pour boire. Et je bois. Je les ai déjà bu. Eh bien, qui aurait pitié d'un homme comme moi ? Qui ? Avez-vous pitié de moi, maintenant, monsieur ? Ou non ? Dites-moi, pitié ou non ? Il voulut se verser à boire, mais il n'y avait plus rien. La bouteille était déjà vide. « Pourquoi avoir pitié de toi ?» cria le patron, qui se trouva être à nouveau auprès d'eux. L'on entendit des rires et des jurons. Tout le monde riait et jurait, qu'ils eussent écouté ou non rien qu'à l'aspect de l'ancien fonctionnaire. « Avoir pitié de moi. Pourquoi avoir pitié de moi ?» hurla tout à coup Marmeladov, se levant, le bras tendu devant lui, plein d'inspiration et d'audace, comme s'il n'avait attendu que ces mots. « Pourquoi avoir pitié de moi, dis-tu ? Oui, on n'a pas à avoir pitié de moi, on doit me crucifier, me clouer sur une croix, et non pas avoir pitié de moi. Mais crucifie-le, juge, crucifie-le, et quand tu auras crucifié, aie pitié de lui. Et alors, je me rendrai moi-même chez toi pour être crucifié, car ce n'est pas de joie dont j'ai soif, mais de douleur et de larmes. Penses-tu, marchand, que ta bouteille m'a été douce ? C'est la douleur que j'ai cherchée au fond de cette bouteille, la douleur et les larmes. J'y ai goûté et j'ai compris. Et celui-là aura pitié de moi. Qui eut pitié de tous et qui comprenait tout et tous. Il est unique. Il est le juge. Il viendra ce jour-là et demandera « Où est la fille qui s'est vendue pour sa marâtre méchante et phtisique pour les enfants d'une autre ? Où est la fille qui eut pitié de son père terrestre, ivrogne, inutile, sans s'épouvanter de sa bestialité ? Et il dira « Viens, je t'ai pardonné une fois. Pardonné une fois. Il t'est beaucoup pardonné maintenant encore car tu as beaucoup aimé. » Et il pardonnera à ma Sonia. Il lui pardonnera. Je le sais déjà qu'il lui pardonnera. Je l'ai senti dans mon cœur tout à l'heure quand j'étais chez elle. Et il les jugera tous et pardonnera à tous, aux bons et aux méchants, aux sages et aux paisibles. Et quand il aura fini avec tous, alors il élèvera la voix et s'adressera à nous. « Venez, vous aussi, dira-t-il. Venez, petits ivrognes faiblards, venez, petits honteux. » Et nous viendrons tous, sans crainte. Alors, diront les très sages, diront les raisonnables, « Seigneur, pourquoi acceptes-tu ceci ?» Et il dira, « Je les accepte, très sage, je les accepte, âme raisonnable, car aucun de ceux-ci ne s'est jamais considéré digne de cela. » Et il tendra ses mains vers nous, et nous les baiserons, et nous les pleurerons, et nous comprendrons tout. Alors, nous comprendrons tout, et tous comprendront, et Katerina Ivanovna, elle aussi comprendra. « Seigneur,
Que ton règne arrive. » Il se laissa choir sur le banc, épuisé, sans plus regarder personne, comme s'il avait oublié tout ce qui l'entourait, et il tomba dans une profonde rêverie. Ces paroles avaient fait impression. Le silence régna un moment, mais bientôt le rire, les jurons et les insultes reprirent. « Le voilà, le juge ! Empêtré dans son mensonge, fonctionnaire, va !» et ainsi de suite. « Venez, monsieur, » dit Marmeladov tout à coup, levant la tête et s'adressant à Raskolnikov. « Reconduisez-moi. La maison Kozel, dans la cour. Il est temps d'aller chez Katerina Ivanovna. » Raskolnikov voulait partir depuis longtemps et il avait déjà décidé d'aider Marmeladov. Celui-ci se trouva être beaucoup plus faible des jambes que de la voix et s'appuya lourdement sur le jeune homme. Il y avait 2 ou 3 centaines de pas à faire. L'ivrogne se sentait envahir par la confusion et la peur à mesure qu'il s'approchait de chez lui. « Ce n'est pas de Katerina Ivanovna que j'ai peur maintenant, » murmurait-il, en proie à l'émotion. « Et pas de ce qu'elle va m'empoigner par les cheveux. Les cheveux. Que sont les cheveux? Bêtise que les cheveux, c'est moi qui le dis. Ce serait même mieux si elle me tirait les cheveux, ce n'est pas de cela que j'ai peur. J'ai peur de ses yeux, oui, de ses yeux. J'ai peur aussi des taches rouges sur ses joues. Et encore, de sa respiration. As-tu déjà vu comment on respire quand on a cette maladie et qu'on est agité? J'ai peur aussi des pleurs des enfants, car si Sonia ne leur a pas donné à manger, alors... Je ne sais pas. Et les coups ne me font pas peur. Sachez, monsieur, que ces coups me donneront non pas de la douleur, mais des délices. Car moi-même, je ne sais pas m'en passer. Ce sera mieux ainsi. Qu'elle me batte, cela la soulagera. Et ce sera mieux ainsi. Nous y voilà. La maison de Kozel. Un riche artisan allemand. Conduis-moi. Ils entrèrent par la cour et montèrent au 3e. L'escalier devenait plus sombre à mesure qu'ils montaient. Il était déjà près de 11 heures et, quoique à cette époque de l'année il ne fasse pas réellement nuit à Pétersbourg, il faisait néanmoins fort sombre, au haut de l'escalier. La petite porte enfumée, au tout dernier palier, était ouverte. Un bout de chandelle éclairait une chambre misérable, d'une dizaine de pas de long et entièrement visible du palier. Tout était éparpillé, en désordre, partout des vêtements et du linge d'enfant. Un drap de lit troué coupait le coin du fond. On y avait probablement mis un lit. Dans la chambre même, il n'y avait que 2 chaises, un divan de toile cirée, tout écorché, une vieille table de cuisine en bois blanc non couverte. Sur le bord de celle-ci, il y avait un bout de chandelle de suif fiché dans un chandelier de fer. On pouvait conclure que Marmeladov n'occupait pas un coin séparé par une cloison, mais bien une vraie chambre qui n'était qu'une pièce de passage. La porte qui donnait sur les logements, ou cages, qui formaient l'appartement d'Amalia Lepesheva, était entrebâillée. Là, il y avait du bruit et des cris. On riait. Sans doute jouait-on aux cartes et buvait-on du thé. Des gros mots parvenaient parfois. Raskolnikov reconnut tout de suite Katerina Ivanovna. C'était une femme affreusement maigre, assez grande, avec des cheveux châtain sombre, encore magnifiques et, en effet, les pommettes en feu. Elle marchait de long en large dans sa petite chambre, les bras serrés sur la poitrine, les lèvres collées. Sa respiration était inégale et saccadée. Ses yeux brillaient comme dans une fièvre, mais le regard était aigu et immobile, et ce visage de phthisique, éclairé par la flamme mourante de la chandelle, faisait une impression douloureuse. Elle sembla à Raskolnikov être âgée d'une 30aine d'années, et en effet, elle et Marmeladov formaient un couple disparate. Elle n'avait pas remarqué ce qui était entré. Il semblait qu'elle fût dans une sorte d'inconscience, qu'elle n'entendait ni ne voyait bien. Il n'y avait pas d'air dans la chambre. Mais elle n'ouvrait pas la fenêtre. L'escalier puait. Mais la porte n'était pas fermée. Des logements intérieurs, par la porte entrebâillée, entraient des nuages de fumée. Elle toussait, mais ne fermait pas la porte. La cadette des filles, âgée de 6 ans environ, dormait par terre, accroupie, pliée sur elle-même, la tête appuyée contre le divan. Le garçon, d'1 an plus âgé, tremblait dans un coin, en pleurant. Il venait probablement d'être battu. La fille aînée, de quelque 9 ans, grande et toute mince comme une allumette, vêtue d'une méchante chemise toute déchirée et d'un manteau de drap vétuste,
qui sans doute lui avait été confectionné il y a 2 ans, car maintenant il ne lui venait pas aux genoux, recouvrant ses petites épaules nues, était debout, à côté de son petit frère, le serrant dans son bras maigre et long. Elle semblait essayer de le calmer. Elle lui murmurait quelque chose, le contenait pour qu'il ne recommençât pas à sangloter, et de ses immenses yeux sombres, de ses yeux agrandis encore par la maigreur de son petit visage apeuré, elle suivait avec terreur les mouvements de sa mère. Marmeladov, sans entrer dans la chambre, s'agenouilla dans l'entrée et poussa Raskolnikov en avant. La femme, voyant un inconnu, s'arrêta distraitement devant lui, reprenant un instant ses sens et comme se demandant pourquoi il était entré. Sans doute s'imagina-t-elle qu'il allait vers les logements intérieurs. Croyant cela, elle alla à la porte du palier pour la fermer et eut un cri en voyant son mari agenouillé dans l'entrée. « Ah !» hurla-t-elle hors d'elle-même. « Te voilà rentré, bagnard, monstre !»« Et où est l'argent ? Qu'as-tu dans les poches, monstre ? Ces vêtements ne sont pas à toi. Où sont tes vêtements ? Où est l'argent ? À vous !» Et elle se précipita pour le fouiller. Marmeladov, obéissant, écarta immédiatement les bras pour faciliter la perquisition. Il n'y avait plus un sou. « Où est l'argent alors ?» cria-t-elle. « Ah, mon Dieu, est-il possible qu'il ait tout bu ? Mais il restait 12 roubles d'argent dans le coffre. » Brusquement, dans sa rage, elle le saisit par les cheveux et le traîna dans la chambre. Marmeladov l'aidait lui-même dans ses efforts, en se traînant à genoux à sa suite. « Et ceci est un délice pour moi. Et ceci n'est pas de la douleur pour moi, mais un délice, monsieur !» s'écriait-il, tandis qu'il était secoué par les cheveux et que même il se cogna une fois le front au plancher. L'enfant qui dormait par terre se réveilla et se mit à pleurer. Le petit garçon dans le coin n'y tint pas, se remit à trembler, cria et se serra contre sa sœur, en proie à une terreur folle, presque à une attaque nerveuse. La fille aînée tremblait comme une feuille. « Tu as bu, tu as tout bu !» criait la pauvre femme au désespoir. « Et ces vêtements ne sont pas à toi ? Ils ont faim, ils ont faim !» Et elle montrait les enfants, en se tordant les mains. « Maudite existence ! Et vous n'avez pas honte ?» jeta-t-elle à Raskolnikov. « Tu viens du cabaret, tu as bu avec lui, tu as bu aussi avec lui. Hors d'ici !» Le jeune homme se hâta de sortir sans rien dire. Dans l'entretemps, la porte intérieure s'était ouverte et quelques curieux entrèrent. Ils tendaient des faces insolentes, le bonnet sur la tête, des cigarettes et des pipes à la bouche. Il y en avait quelques-uns en robe de chambre, complètement déboutonnés, quelques-uns qui s'étaient mis à l'aise jusqu'à l'indécence, quelques-uns avec des cartes en main. Ce qui les faisait rire de meilleur cœur, c'était les cris de Marmeladov, disant que c'était un délice pour lui. Il commençait même à pénétrer dans la chambre. On entendit un glapissement sinistre. C'était Amalia Lipeschel qui se frayait un passage pour mettre ordre à sa façon et pour effrayer, pour la 100e fois, la pauvre femme par l'ordre grossier de débarrasser le plancher dès le lendemain. En partant, Raskolnikov eut le temps de fourrer sa main en poche, de racler quelques pièces de cuivre, celles qui lui tombèrent sous la main, restant du rouble changé dans le débit, et de les déposer sur la fenêtre, sans être vu. Une fois dans l'escalier, il changea d'avis et voulut revenir sur ses pas. « En voilà une bourde, pensa-t-il. Ils sont Sonia ici, et moi j'en ai besoin moi-même. » Mais, à la réflexion, jugeant que reprendre l'argent était déjà impossible et que, quand même il ne l'aurait pas repris, il fit un geste de la main et s'en alla chez lui. « Et puis, Sonia a besoin de phare, continua-t-il avec un sourire caustique. Cela coûte de l'argent, cette propreté. Et Sonietchka, elle, va probablement aussi faire banqueroute aujourd'hui, car c'est également un risque. La chasse à la bête dorée. L'exploitation de la mine d'or, les voilà tous à sec, demain, sans mon argent. Sonia, quel puits ils ont pu se creuser. Et ils s'en servent. Et ils sont habitués. Ils ont d'abord un peu pleuré, puis ils se sont habitués. L'infamie de l'homme se fait à tout. » Il devint pensif. « Eh bien, si j'ai menti, s'exclama-t-il involontairement, si réellement l'homme n'est pas infâme, tout le genre humain dans son ensemble, je veux dire, alors tout le reste n'est que préjugé, n'est que terreur lâchée sur l'humanité. Il n'y a pas de barrière, et c'est ainsi que ce doit être. »
Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!